Bonsoir à tous et merci de faire démarrer votre soirée en notre compagnie. C'est le grand rendez-vous sur BB24. On est ensemble pour 90 minutes ce soir avec 4 plateaux et le journal à ne pas oublier. Bienvenue à tous et suivez la météo. Vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous de BB24, le Bénin, un pays producteur du manioc qui travaille bien sûr à maximiser la rentabilité de cette culture. Alors pour les acteurs, cela passe par la transformation de ces produits-là, la transformation sur place, pardon, et restez donc avec nous pour en savoir plus sur les produits dérivés qu'on pourrait bien évidemment promouvoir dans ce sens-là. Nature et bien-être fait un focus ce soir sur le suivi de la santé des enfants. L'invité nous dira tout à l'heure que c'est beaucoup plus facile quand on dispose d'un carnet de santé pour enfants. Pourquoi pas alors? Je veux créer mon entreprise. Je veux me mettre à mon propre compte. C'est une très bonne option. D'aucuns diront d'ailleurs même que c'est la meilleure option pour bien réussir. Mais comment s'y prendre, mesdames et messieurs? Les risques liés bien sûr à la création de l'entreprise et bien sûr seront tout à l'heure présentés sur Autant Savoir et parlant bien sûr de réussite ou du succès, mesdames et messieurs, comprenez tout simplement qu'on a besoin de l'échec pour donc y arriver. Et déjà, on va recevoir le coach Alex Balogun tout à l'heure qui va donc nous définir l'échec comme une échelle vers le succès. C'est tout à l'heure sur la rubrique Espère. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal qui viendra à 19h45 et sera présenté ce soir par Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assioum. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Il y aura quoi au menu? Merci à vous Assioum Gaba. Étrancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée peut vous rafraîchir, mais attention, selon l'avis du médecin, la consommation d'eau glacée aurait des effets négatifs sur l'organisme. La zone de libre-échange continentale africaine veut être un espace commercial qui brise les barrières tarifaires et non tarifaires. Elle présente donc d'énormes avantages pour les pays signataires. Un agroéconomiste nous éclaire. Et puis, les trophées sont la marque d'une distinction. Pourquoi le décerne-t-on et à quelle fin? Élément de réponse à 19h45. Alors, merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Quand vous aurez fini de présenter le journal, nous allons vous offrir un trophée aussi, pourquoi pas. Allez, juste pour faire un lien avec le dernier sujet annoncé, rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour les détails. Merci à vous. Merci à Assioum Gaba à 19h45. Alors, le grand rendez-vous va donc ouvrir ses plateaux. On commence par Autant Savoir.
Autant savoir, ce soir, nous parlons, mesdames et messieurs, de la création d'entreprises. Oui, il y a des risques qui sont liés, bien sûr, à cette option que prennent d'ailleurs même beaucoup de jeunes béninois aujourd'hui. On va présenter les risques, on va les détailler, comment les surmonter aussi, comment les éviter. C'est bien possible de pouvoir le faire dans un instant et juste derrière cet élément. Le risk management est une composante essentielle de la stratégie de l'entreprise. Si bien que lorsque ce n'est pas connu, lorsque vous menez n'importe quelle activité aujourd'hui et que la question de risk management n'est pas traitée, vous êtes sûr d'aller dans les murs. C'est ça d'ailleurs qui fait échouer beaucoup de projets qui sont menés en Afrique, au Bénin aussi, parce qu'on n'a pas idée des risques, des points d'achoppement qu'on pourrait connaître dans de tels projets. Et c'est ce qui fait que les entreprises coulent très vite. Cette discipline vise à identifier tous les risques de l'entreprise, à les évaluer et à les traiter, de sorte à réduire les incertitudes dans la façon de mener les projets, de sorte à réduire la probabilité ou la survenance des risques dans la maison, dans une entité donnée. Pour devenir un risk manager, il faut avoir suffisamment d'expérience, connaître l'entreprise et être formé pour. Donc être capable de reconnaître qu'il y a un risque ici ou là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut le savoir. Mais ça doit être entériné par une formation bien certifiante. Il y a la norme ISO 73, version 2018, qui dit comment est-ce qu'il faut appeler chaque chose, c'est-à-dire le vocabulaire essentiel, le jargon qu'il faut utiliser pour parler des risques dans une entreprise. Mais quand je reviens sur la norme 31 000, on peut signifier déjà que cette norme n'amène pas ou ne conduit pas à une certification, contrairement aux autres normes par rapport, par exemple la norme 9001 qui amène les entreprises à se certifier, la norme 31 000 n'amène pas à une certification. C'est des lignes directrices, donc ce n'est pas aussi fort, mais ça a beaucoup d'avantages pour les entreprises pour qu'elles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Comme quoi, il est très important de connaître les risques aux points d'achoppement probables, bien évidemment, et qui sont liés à votre domaine dans lequel vous voulez créer votre entreprise. Nous allons faire, bien sûr, cet exercice, c'est-à-dire essayer donc d'explorer les probables risques ou points d'achoppement possibles en matière de création d'entreprise avec Gentilé Badedi, il est auditeur qualité certifié. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toi. Bonsoir, Aniat Bello Onifade. Comment allez-vous? Assoum Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Et toutes mes excuses, je ne vous ai pas abandonné, j'étais plutôt sur d'autres fronts. Ah oui, ça c'est vrai. Vous y étiez, vous avez même conduit les bus et tout le reste. Pas parcourir le Bénin. C'est une surprise pour les C'est une surprise. On verra tout ça bientôt, très bientôt à travers un documentaire. Alors, on parle ce soir de la réussite entrepreneuriale et surtout les risques à présenter à nos téléspectateurs. Oui, voilà, nous sommes dans un pays où on dit que de plus en plus, il faut aller vers l'auto-emploi. On demande aux jeunes de créer leur propre entreprise, d'avoir des idées géniales, de les mettre en place, de les développer. Tout ceci pour apporter des devises au pays. Ce qu'on oublie de leur dire, c'est qu'il faut prendre beaucoup de dispositions en amont. C'est au nom de ces dispositions qu'on parle de la gestion des risques. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau, Gentilé Arnaud Badedi. Merci. Déjà, dites-nous un peu, jusqu'à quel point c'est important de mesurer les risques qu'encourt votre entreprise avant même de penser à sa création. Merci Madame Aniat. Alors, je commence par vous dire, est-ce que vous savez que chaque année, des entreprises ferment les portes ou bien des projets échouent tout juste parce qu'un seul risque a été soit mal évalué, ou bien ignoré, ou bien même, plus grave, n'a pas été identifié. Et quand ce risque survient, ce risque qui n'a pas été identifié, qui n'a pas été évalué, mais qui était sous-évalué survient, les dégâts
sont souvent catastrophiques, puisque n'ayant pas prévu des actions de maîtrise de risque, mais des actions après que le risque est survenu, souvent c'est trop lent, ça demande plus de ressources et la catastrophe est souvent là. D'accord. De plus en plus aussi, ce n'est plus souvent toléré, souvent dans les organisations internationales, et même beaucoup plus recommandé pour les entreprises naissantes, des arguments du genre « c'est pas ma faute », parce que tel monsieur n'a pas pu faire ce qu'il doit faire à temps, ou bien « ah non, c'est parce que le bateau qui doit… » je dis des bêtises, hein, Si, c'est si. le bateau qui doit… C'est-à-dire, porter- il n'y a pas des aléas indépendants de votre volonté, Voilà, normalement, quand voilà. vous êtes chef d'entreprise. Exactement. Donc, un bateau qui doit apporter une pièce qui est importante pour terminer un projet à une crevaison en haute mer, des arguments. Le client s'en fout, Voilà, en des fait. arguments, excusez le terme un peu. Non, on ne va pas parler d'arguments bidons, mais on comprend un peu. Voilà, ne sont plus du tout acceptés. Ne sont plus acceptés. C'est pour vous allez voir toutes les normes de management aujourd'hui à l'international, que ce soit la norme ISO 9001, 14001 ou 45001, exige que les entreprises puissent identifier et maîtriser les risques liés à leur entreprise. Et si c'est que le problème doit survenir, vous devez savoir déjà s'il peut arriver tel problème, il peut survenir tel problème, et donc déjà prévoir des Exactement, plans pour exactement. pouvoir surmonter cela. Bien sûr, le risque déjà, comme c'est défini, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. En d'autres termes, c'est la survenance d'un événement incertain et futur, dont la survenance a souvent des conséquences dramatiques sur l'atteinte des objectifs ou bien l'atteinte d'un projet ou d'une activité. Et donc, D'accord. c'est déjà anticipé. C'est anticiper sur les potentiels événements qui pourraient survenir, qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. C'est un peu D'accord. comme on le dit souvent dans notre jargon, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que Anticiper, guérir. Voilà. D'accord, je suis totalement d'accord avec vous, hein, mais dans la réalisation de cet entretien et quand on menait nos recherches, les chefs d'entreprise trouvent parfois que c'est pessimiste d'y aller avec en tête que c'est possible d'échouer, c'est possible d'avoir tel ou tel autre risque. Et surtout, il paraîtrait que vous, les experts en risque manager, vous êtes chers. Donc, pour vous avoir, pour un jeune entrepreneur, c'est pas évident, il préfère s'en passer. Alors, Un mot sur ça. Un mot sur ça. Je vais vous donner l'exemple pour nos chefs d'entreprise qui pensent que c'est cher ou bien qui pensent que, bon voilà, ne voient pas l'importance du risque de management. Je donne un exemple vécu. Hein. Une entreprise qui est déjà en place et qui a quand même voulu identifier les risques, qui est une très bonne chose. Ils ont identifié les risques et ils ont formulé un risque sur le volet informatique. C'est formulé de cette manière, risque de sabotage et de cambriolage de la salle serveur informatique. Mais n'ayant pas été formé, comme l'a dit tout à l'heure celui que vous avez passé tout à l'heure, M. Afagnon, n'ayant pas eu de formation, ils sont arrêtés à ce niveau. Et puis, quelques mois plus tard, le risque est survenu exactement comme ils l'ont dit. Les gens sont entrés dans le salle serveur, ils n'ont pas volé, ils ont juste coupé les câbles, ils ont détruit les ordinateurs, les serveurs. Tout porte à croire que l'objectif était vraiment d'atteindre le cœur d'activité de l'entreprise sans cette salle serveur. L'entreprise qui est une entreprise bancaire, bien sûr, une entreprise bancaire qui offre des services financiers, consorts, ne pouvait pas fonctionner. Oui. Vous imaginez, quand ça s'était arrivé, et quand lundi matin, arrivé au boulot, ils ont remarqué qu'ils étaient HS, aucune connexion, personne ne pouvait travailler, de Cotonou à Malanville, nulle part, aucune agence ne pouvait fonctionner. 24 heures, l'entreprise était bloquée. Oui. Personne ne peut imaginer les conséquences. Personne ne peut imaginer le nombre de morts qu'il a eu. Quand il dit nombre de morts, ça va vous surprendre qu'il parle de nombre de morts. Lorsque peut-être un client vient dans leur agence pour tirer un sou, pour sa femme qui doit être césarisée, ou bien pour un blessé grave, ou bien pour quelqu'un qui est en réanimation, et qu'on leur dit tout simplement qu'on n'a pas de connexion parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le risque, un risque qu'ils ont eux-mêmes identifié. D'accord. Parce que la personne ne peut pas retirer de l'argent pour aller soigner son patient. D'accord. Donc, M. Badedi, si vous permettez, si on peut se résumer un peu, parce qu'il y a encore d'autres aspects qu'il faut qu'on aborde. Pour vous, donc, il n'y a aucun risque qu'il faut omettre. Il faut être prêt à tout et à tout moment. Il faut s'y préparer. Il faut anticiper pour ne pas subir. Il vaut mieux prévenir que de subir. Voilà. Oui, mais alors, est-ce qu'il faut chercher à éviter le risque ou prévoir des solutions au cas où cela surviendrait? Voilà, là, c'est lorsqu'on finit d'identifier
lorsqu'on finit d'identifier le risque, c'est dans le traitement du risque qu'on fait ce choix. Parce que le choix revient au chef d'entreprise ou bien voilà. Il peut choisir de prendre le risque. Attention, ce n'est pas tous les risques qu'on évite. Le risque, il peut voir que, attention, j'ai une opportunité, mais je cours le risque peut-être, de perdre peut-être 10 millions dans cette opportunité. Mais si ça a réussi, je peux gagner 100 millions. Je me dis, je pouvais prendre le risque de perdre 10 millions que de ne rien faire et perdre 100 millions. Donc, on peut choisir, après avoir identifié le risque, on peut choisir de prendre le risque. C'est ça, en fait, ça permet de prendre des décisions éclairées. Vous savez là où vous allez. Vous décidez de prendre le risque. Ou bien, le risque peut être aussi transféré à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme on fait pour les assureurs. Vous avez un véhicule, vos motos, assurance santé que nous faisons. C'est des risques qu'on transfère, puisqu'on ne veut pas, en cas de maladie, tout supporter seul. On transfère ça à une assurance pour dire. Et on paie un peu. On paie un peu. Et après, donc c'est déjà le risque, le du risque que vous faites comme ça déjà en transfert. Donc il y a plusieurs façons, de gérer ce risque-là. En fonction du risque, en fonction des objectifs que vous poursuivez, c'est à vous de décider s'il faut le risque, il faut l'éviter anticarrément. Ah là, je prends ce risque, ou bien je prends le risque, ou bien le risque de transférer, ou bien de mettre des actions de maîtrise de risque pour que lorsque le risque survenait, et puis lorsque survient, que l'impact de ce risque ne soit pas assez... D'accord. Maintenant, dites-nous un peu, est-ce que le management des risques concerne toutes les entreprises? Ah oui. Et la norme ISO 31000, c'est la version 2008, c'est la norme par excellence pour la gestion des risques. Elle est claire dessus. Le moins de risque peut s'appliquer à tout type d'entreprise, que ce soit public, privé, que ce soit des collectivités, que ce soit des groupes, des associations, des ONG, des projets, même à l'échelle individuelle. Merci. Même en famille. Merci. Même à l'échelle individuelle. Parce que vous, en tant que père de famille, vous ne savez pas les risques que vous prenez en jouant votre rôle de père de famille. En tant que journaliste, les risques que vous prenez en subissant tous les jours, vous voyez tout ce qu'il y a comme lumière, l'intensité de la lumière que vous... donc la gestion des risques va jusque dans ces aspects-là, qui peuvent paraître anodins. Mais anodins, tous les jours, vous les journalistes, vous avez ça tous les jours, sur vos regards, les lumières, tout ça. Même les Il faut donc prendre connaissance des risques liés au maquillage, liés tout à l'heure, quand vous maquillez, je dis, est-ce que mon journaliste savait qu'il entreprenait un risque? Parce que, je ne sais pas si c'est peut-être bon de le dire, mais c'est les mêmes équipements qu'ils utilisent à tout le monde. Non, c'est pas le même. C'est différent. C'est un risque déjà évité. C'est déjà un risque qu'on a essayé d'éviter. Tout à l'heure, en tout cas, c'est quand même le même. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Non, c'est pas le même. Ça se ressemble, c'est pas le même. Ça se ressemble, mais c'est identifié. Bon, là, c'est bien. Mais là, si c'est pas le même, là, c'est super bien. Ça veut dire déjà que vous avez bien anticipé. Et vous êtes toujours dans votre peau de manager des risques, vous voyez les risques éventuels, comment les éviter. Parlons à présent de comment élaborer la cartographie des risques d'une entreprise. Bien. Alors, à ce niveau, il faut 5 étapes. Il faut déjà commencer par définir le périmètre et le champ d'élaboration de la cartographie des risques. Je prends le cas de l'OTB, en BB24. BB24, c'est une partie de l'OTB, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Donc, on peut choisir, est-ce que l'élaboration de la carte de risque va concerner aussi bien l'OTB, la maison mère et BB24, ou bien, pour un début, on commence d'abord par BB24, seul. Et on définit clairement le périmètre et le champ sur lequel on va élaborer la carte de risque. Ça, c'est l'étape numéro 1. Bon, c'est l'étape numéro 1. Mais dans cette étape-là aussi, il faut aussi déterminer aussi ce qu'on appelle le contexte de l'entreprise. Dans quel contexte vous évoluez? L'entreprise qui est naissante, dans quel contexte elle veut évoluer? Quelles sont les concurrents sur le terrain? Quelles sont les possibilités? Quelle est la part de marché sur le terrain? Et savoir quels sont son contexte interne. Dans le contexte interne, alors quelles sont les forces et faiblesses de l'entreprise? On va pouvoir déterminer en quoi est-ce que l'entreprise pense être meilleure, avoir les atouts que d'autres n'ont pas. Quelles sont ses faiblesses?
que les concurrents offrent et Donc, qu'ils n'ont pas. D'accord. c'est tout ça qu'il faut donc Il faut- prendre en ça, compte, c'est- faire l'insight vraiment de Voilà, de ça l'entreprise. c'est l'étape numéro 1. Oui, monsieur Voilà, Yentile, je Je crois que pour le pense qu'on reste va des parler étapes, des autres étapes Oui. très Bon. prochainement, si vous Oui. le voulez. Ben, semaine prochaine, on prend le rendez-vous avec monsieur Badedi, s'il est avec nous. On reviendra sur les différentes étapes d'élaboration de la cartographie des risques. Merci Oui. d'avoir été des nôtres à Siom Gaba. Merci Nous à vous, laissons- Agnat. Merci, C'était Monsieur très rapide, Badedi. merci bien. À très très bientôt. Merci Ah oui, bien. ça a été très rapide. C'est toujours comme ça aussi, hein, sur le grand rendez-vous. Le temps ne nous suffit jamais, en tout cas pour aller plus loin. Mais on reporte. Ce n'est que partie remise. Je hein, suis à vous votre comprenez. disposition. Merci à vous. Merci bien. Nature et bien-être à présent avec Heureuse Danondé et son invité. Oui, Nature et bien-être ce soir fait un focus sur le suivi de la santé des enfants. Oui, tout à l'heure, vous comprendrez tout simplement quand on a un carnet de santé enfant, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de suivre son enfant. Et c'est ce que nous dira tout à l'heure Dr Constant Marcel Roumenou. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir. Bonsoir, Heureuse Danondé. Bonsoir, Asiom Gaba. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir Très partagé. heureux de vous retrouver. Je le suis encore plus. Ah oui, c'est ça. On parle bien sûr de carnet de santé, mais un carnet de santé pour enfants. Enfants, oui. Paraît-il que ça favorise beaucoup, ça facilite le suivi, de la l'enfant. santé de l'enfant. Ça participe à la prévention des maladies chez l'enfant. Chez l'enfant. On aura tous les détails avec le pédiatre. Et déjà, il faut que le docteur nous explique s'il y a une différence entre carnet de santé et carnet de soins. Oui, merci. On le dit déjà, carnet de santé, ça veut dire que c'est un carnet pour suivre la santé. Carnet de soins, c'est un carnet qui comporte les soins administrés à quelqu'un. Donc le carnet de santé, c'est un carnet de suivi de l'enfant. Ah, donc Et le carnet de choses, c'est ce qu'on donne souvent à l'hôpital. À là, quand on l'hôpital. va- Oui, Quand dans on tombe n'importe quel- malade, et on tombe puis on malade, achète ça et Oh, bon, voilà, on mentionne les symptômes, les traitements le de l'enfant. Voilà. diagnostic et tout ça. Ça, c'est juste ponctuel. Mais D'accord. on Ceci, voit, c'est pour la vie. mais, on voit souvent écrit là-dessus carnet de Carnet de santé. santé. C'est bizarre. Le plus souvent, vous allez voir carnet de soins. Pour les femmes enceintes, vous pouvez voir carnet de soins. santé. Ok. Ok. Pour les femmes enceintes, carnet de santé. D'accord. Mais pour les adultes en général, c'est carnet de soins. Carnet de soins. D'accord. D'accord. Et le carnet de santé, est-ce que ça existe pour l'adulte? On va parler de l'enfant, mais est-ce que les adultes aussi ont un carnet de santé? Ou c'est uniquement pour l'enfant et la femme enceinte dont vous avez parlé tantôt? Exactement. Le carnet de santé est réservé à la femme enceinte et à l'enfant. Et à l'enfant? Ceci, c'est spécifiquement pour l'enfant. Pour l'enfant? Oui. D'accord. Et quelles sont ses importances pour l'enfant? On a essayé de dire quelque chose. Nous ne sommes pas Voilà. médecins spécialistes. Non, vous avez raison. En fait, vous savez, la pédiatrie, c'est une science médicale pour suivre l'enfant depuis, même qu'il est dans le ventre, pour qu'il grandisse normalement en bonne santé. Et s'il présentait un handicap ou un problème, qu'il puisse vivre aisément avec ce problème, cet handicap. Ok. Donc, la pédiatrie, c'est pourquoi pour les enfants en général, on a un carnet de santé on peut dire qui définit le profil de l'enfant. D'accord. Donc, on peut savoir dans quelles conditions il est né. Et quand il est né, quel problème il a présenté. Et est-ce qu'il a régulièrement été suivi par les vaccinations, les préventions, les supplémentations en général. Donc, n'importe quel médecin qui pour le carnet peut dire mieux prendre en charge un enfant qui se présente à lui à n'importe quel moment. À n'importe Parce que quel l'histoire moment. de la santé de l'enfant est dedans. Et Et ça dedans, dit qu'à la naissance de l'enfant, le premier carnet qu'on lui donne, c'est un carnet De de santé, santé. normalement. Exactement. Dès que l'enfant naît, on doit dire le remettre ce carnet. Et je On sais, remet aux parents. et je sais que très souvent, dans les hôpitaux publics, quand les parents, la mère emmène souvent l'enfant pour la première vaccination, elle est obligée d'acheter un carnet dans lequel il est inscrit la vaccination. Et ça suit. Oui, exactement. Mais désormais, est-ce que c'est c'est réglé. ça? Non. Ce n'est plus ce petit carnet. Désormais, c'est D'accord. ceci. D'accord. Ah, C'est oui. pourquoi on l'a mis à un prix Et abordable. donc, déjà à la naissance, Oui. l'enfant a ce carnet. Déjà à la naissance. Donc, on n'attend pas C'est la dés- première vaccination. c'est désormais un carnet de santé dès la Dès la naissance. naissance.
Et en même temps, les soins, tout est Tout est inclus. dedans. Même les rendez-vous pour les vaccinations. Tout est dedans. Ok. Et comment ça s'utilise? Parce que ça, par exemple, ce qu'on a souvent, ce qu'on avait avant le nouveau carnet, beaucoup l'ont. Même moi qui suis ici, c'est beaucoup plus pour les vaccinations et quand l'enfant est souffrant, qu'on utilise le carnet. Normalement, c'est pas Comment ça. doit-on l'utiliser concrètement? Voilà. Ça, c'est l'ancien qui est à l'écran. Eh oui, voilà ce que j'ai à la main. Voilà. Exactement. Ça, c'est un carnet qui était Pour les conçu- garçons. Oui, c'est les garçons, il y en a aussi couleur pour les Rose filles pour aussi. les Voilà. filles, oui. Voilà, c'était conçu par la Société béninoise de pédiatrie qui le gérait en attendant que le ministère de la Santé prenne cela en charge. Ok. Donc maintenant, les choses faites, le Donc ministère aujourd'hui, entend c'est avec les l'État même pédiatres. qui gère. Exactement. D'accord. L'État qui gère à travers le ministère de la Santé, D'accord. la direction de la santé de la mère et de l'enfant. D'accord. Donc l'État prend en charge et le vulgarise, c'est que désormais c'est un peu réservé à des privilégiés. D'accord. Ce carnet était presque pour les privilégiés. Maintenant, Et ça tout coûtait béninois, toute mère ou bien tout parent qui a un enfant doit avoir ceci. Mais Et le prix est abordable. comment doit-elle l'utiliser? C'est ce que je cherche à comprendre. Voilà, Quel est voilà. son contenu? Présentez ça déjà. S'il vous plaît, voilà. Déjà à la première page, on met déjà l'identité de l'enfant qui vient de naître, sa date de naissance, le nom des parents, etc. Et les pages qui suivent, vous allez voir, on met les antécédents du père, de la mère. Et vous voyez par rapport au groupe sanguin, l'électrophorèse. effectivement. On sait déjà un peu leur carte. Et la mère, tous les bilans que la mère a fait pendant la grossesse. C'est pour savoir si la mère avait déjà présenté certaines pathologies qui peuvent retentir sur la santé de l'enfant à naître. Ok. Ok. Dont les mains. Et dès que l'enfant naît, bon, d'abord, on met par quelle forme il est né. Est-ce que c'est par voie basse, par voie haute, c'est césarienne, etc. Et les conditions. Et qu'est-ce qu'il a présenté comme signe? A-t-il crié? A-t-il été réanimé? Voir quels sont les soins qu'on lui a fait à la naissance. Déjà, on sait comment l'accouchement s'est déroulé. Et puis, dès les pages suivantes, vous allez voir, il y a la première consultation. Donc, ce tout sont des nouveau-né. informations qui sont très importantes importantes. pour la suivi de- vie, pour le suivi. pour le suivi de l'enfant. Donc, même Exactement. l'adulte, lorsqu'il retrouve ce carnet de santé, peut-être lorsqu'il a. Il peut comprendre, il peut comprendre comment il est les né. pathologies et tout. Exactement. Exactement. Même un adulte qui a déjà 30 ans, on doit pouvoir retrouver son carnet. C'est que si on trouve, on peut savoir dire pourquoi il présente telle pathologie, telle pathologie, et quels sont lui faisait. D'accord. Vous voyez, ça définit déjà un profil. Donc les vaccinations, avant, vous voyez, quand vous présentez cela, souvent les sages-femmes, services sociaux, ceux là où on vaccine, Oui. ils refusent parfois parce qu'ils ne savent pas utiliser. Mais ceci maintenant, tout agent de santé doit pouvoir l'utiliser. Et tout est dedans. Et tout parent, vous regardez, vous vous dites, ah tiens, à un mois ou bien à un mois et demi, je devais aller à ma consultation parce que maintenant, c'est impliqué quand l'enfant est malade qu'on le suit. Il y a des périodes données, il doit se présenter chez le Et c'est médecin. marqué dans le carnet de C'est santé. marqué dedans. Voilà. Si vous le découvrez, ah, vous êtes en retard, vous pourrez, ah, docteur, il y avait ce rendez-vous-là. Donc, dans la période, on observe votre enfant, on voit comment il est en train de grandir. Comment est-ce que les capacités, les aptitudes qu'il doit présenter à telle période, à tel âge, est-ce qu'il les a présentées ou bien il a un retard? S'il a un retard, que faut-il faire pour corriger cela? Comment le nourrir, l'alimenter? Tout est dedans. Tout est Donc, effectivement dedans. Mais bon, je vois par exemple courbe d'IMC pour âge 5 à 19 ans. Est-ce que ça, c'est la mère ou le père qui doit faire ça à l'enfant ou il faut l'emmener à la consultation pour. c'est en consultation, vous allez en consultation pour DMC. Donc finalement, c'est un carnet, pas un carnet pour que la mère inscrive certaines données dedans, mais c'est le médecin qui doit y mettre toutes les informations nécessaires. Bien sûr, mais la mère peut lire Tout et simplement. savoir si tout se passe bien, si elle a respecté les rendez-vous, ou si le médecin même n'a pas oublié quelque On n'a chose. pas oublié quelque chose. Et surtout pour les familles qui ne comprennent pas français, qui ne savent pas lire. Voilà, c'était ma question Comment est-ce aussi. qu'il faut gérer? Comment faire? Ah, C'est oui, là, sa limite. Oui, c'est là où les agents de santé doivent être prévoyants. Voilà. Vous devez donner le rendez-vous. Quand l'enfant aura tel âge, amenez-le pour qu'on puisse le voir. Quand il aura tel âge, on a telle chose à lui donner. Par exemple, il y a supplémentation de vitamine A. Voilà. Est-ce qu'on aura à payer pour ces rendez-vous-là qui seront fichés dans le carnet? Oui, bon, habituellement, tout. Bah, c'est souvent ça aussi. Ça peut constituer un blocage, Un pour blocage, les parents effectivement. ne pas venir. Donc, vous avez le temps de vous préparer. Le plus souvent, les rendez-vous, ça dure au moins un mois. Ok. Des 3 mois, 6 mois. Vous avez le temps de vous préparer. Vous savez que ça coûte telle somme. Vous préparez. Vous avez le temps de... Même si vous coûtez 100%, ça va suffire. Même si votre enfant ne souffre de rien, il paraît en bonne santé, et il faut l'amener quand même. C'est surtout Respecter ça. le C'est rendez-vous. surtout le Pareil, suivi de effectivement. l'enfant sain. C'est important. Le suivi de l'enfant sain évite les maladies chez l'enfant.
D'accord. suivi Le de suivi de l'enfant. l'enfant sain évite les maladies chez l'enfant. Exactement. Donc, même les intellectuels qui attendent que l'enfant tombe malade avant de l'amener à l'hôpital, Ce n'est pas juste. ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas bon, c'est pas bien. Il faut le faire des périodes données. Vous arrangez votre rendez-vous, vous préparez cela. Quelles pouvaient J'ai pas être compris les pourquoi ça conséquences vous qui fait- pourraient en pourquoi ça vous découler? fait marrer, vous parlez d'intellectuels qui... Attends, bien sûr, mais ça vous fait marrer. Hein? On a l'impression que vous le faites vous-même. Assimi Ngaba, on ne parle pas de moi sur le Bon, plateau. juste pour vous taquiner. Hein? Allez. Alors, quelles pouvaient être les conséquences qui pourraient en découler? Les gens ont commencé par acheter ce carnet-là déjà, Oui, il y a qui renferme les mêmes informations pratiquement que l'ancien carnet, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais quelles pouvaient être les conséquences qui pouvaient en découler lorsqu'on n'utilise pas à bon escient? Non, vous savez, tout parent a intérêt à ce que son enfant soit en bonne santé. Donc, en réalité, tout parent a intérêt à suivre ça. Vous dites conséquences si on n'a pas bien utilisé. Bon, c'est un retard. Les conséquences, c'est que on devait peut-être administrer, peut-être, je donne l'exemple, par exemple, une vaccination, et vous n'avez pas su pour venir à temps, ou bien donner la vitamine A, certaines choses, vous n'avez pas su pour venir à temps. Bon, les conséquences ne sont pas si graves que cela. D'accord. Pas si graves. Mais là, on a des enfants qui n'ont pas ces carnets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents peuvent en procurer pour Absolument. les Et c'est enfants, même, et rattraper. je veux dire même que c'est même au-delà de la nécessité, c'est une obligation. Vous allez dans une consultation. obligation. Oui, actuellement, vous allez, c'est ce carnet qu'on doit vous présenter. Il n'y a plus de carnet selon les cliniques, selon les hôpitaux. Non. Donc vous amenez C'est- votre c'est enfant aujourd'hui, unique. c'est ce C'est carnet-là. ce carnet qu'on va vous servir. Est-ce qu'on ne va pas demander les carnets à la naissance pour voir, pour rapporter les informations, reporter les informations? Exactement. D'ailleurs, toute consultation pédiatrique, dans la première semaine, on dit, nous, on se base sur le carnet de la mère, le carnet de l'accouchement. Non, bon, ce que je comprends de sa question, c'est est-ce que celui qui a déjà ce carnet-là, Oui. est-ce qu'il doit changer ce carnet? Oui, non. Ou là, pour c'est acheter l'autre, il non. doit amener l'ancien? Il y en a qui n'ont toutes les n'ont informations? pas le carnet de santé là, même ce que vous avez en main heureuse. Il y en a qui ne l'ont pas, Pas du pour tout. leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'en avoir? Il y en a. Ok. C'est le prix abordable à 250 francs. Donc, tout le monde doit l'avoir. J'espère qu'il n'y aura pas des amers à refaire pour des enfants qui auront ce nouveau carnet-là. Non, c'est très simple. On prend l'ancien carnet, on D'accord, reporte ok. les éléments importants qui doivent figurer dans ce Qui doit carnet. figurer dans ce Ok. carnet. Oui, oui. D'accord. Donc tout le monde laisse l'ancien carnet désormais. Je ne l'ai pas dit parce que l'ancien carnet a presque tous les éléments. Seulement qu'ici, on l'a encore complété. De quoi? On a ajouté certains éléments importants qui manquaient dans l'autre. On pourrait avoir des informations sur ces éléments ajoutés. Oui, on a essayé de revoir, par exemple, on a mis un calendrier vaccinal un peu plus à jour. Vous voyez, tout évolue, voilà. Ok. Et sinon, mais on ne décourage pas les gens. Ceux qui ont ça, on dit, vous pouvez continuer avec ça. D'accord. Mais s'ils décident D'acheter. de prendre ceci pour être comme tout le monde, on peut toujours prendre et reporter les mêmes éléments. C'est la meilleure Mais celui option, qui l'a, c'est d'ailleurs. aussi valable, oui. oui. Ok, d'accord. Vraiment. Merci beaucoup, docteur. Assimi Merci, Ngaba. Heureuse. Oui. Eh ben, pour l'information, hein, je suis très content. J'espère que les téléspectateurs ont compris désormais. Il faut donc ces carnets-là pour le suivi de vos enfants. C'est disponible dans tous les hôpitaux. Il ne suffit pas de On l'acheter, peut le il faut dire préciser aussi. à Assimi, il faut l'utiliser comme Il faut cela se l'acheter, doit. l'utiliser, respecter surtout les rendez-vous. Préparez-vous. Le docteur l'a dit, les rendez-vous, souvent, le minimum, le délai, c'est 1 mois. Donc, on peut se préparer pour s'y rendre, tout simplement. Allez, c'est terminé hein, pour Nature et Bien-être ce soir. Le grand rendez-vous, la suite avant le journal, c'est avec l'Espère. L'échec, parlons-en. Ben, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais le coach Alex Balogun positive l'échec ce soir sur le grand rendez-vous. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais pourquoi dites-vous que l'échec est une échelle vers le succès? Merci. La toute première chose, c'est que aujourd'hui, tout ce que vous appelez des grands hommes ou des grandes femmes ont eu à échouer. Et ceux qu'on appelle aussi des personnes, des petites personnes, ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, soit c'est parce qu'ils ont peur d'échouer, donc ils n'ont pas échoué et ils n'ont pas réussi. Attendez, ils ont peur d'échouer. D'échouer. Oui. Donc, ils finiront pas réussi parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais ceux qui ont réussi, ils ont eu à connu des échecs dans leur vie. Ok. Il n'y a personne qui est au sommet aujourd'hui qui n'a pas connu des échecs. Des échecs. Oui, donc vous devez utiliser vos échecs
comme une échelle pour maintenant aller au succès. Comment utiliser les échecs comme une échelle? Merci. Nous devons d'abord accepter que l'échec est humain. L'échec est quelque chose qui arrive à tout le monde. Vous ne pouvez pas, tant que vous avez le désir, l'ambition de réussir, d'avancer, de progresser, de créer une entreprise, d'avoir un bon emploi, vous allez connaître des échecs. C'est la toute première chose. Acceptez que l'échec fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas... J'ai l'habitude de dire, si vous voyez quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est qu'il n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Oui, ça veut dire de nouveau. Parce qu'à chaque fois que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, vous allez connaître des échecs. Vous allez échouer une fois, peut-être même des fois, 3 fois. Donc, acceptez que j'ai échoué et que je vais échouer. Maintenant, si j'échoue, c'est l'activité qui a échoué, ce n'est pas moi. Ça ne fait pas de moi un échec. Mais lorsque je me dis, j'ai échoué, si j'échoue, c'est grave, c'est pas bon, tous ces genres de choses, cette mentalité vous empêche d'affronter la vie et d'essayer de nouvelles choses. Donc, nous devons accepter d'abord que l'échec fait partie de la vie. C'est rien d'extraordinaire. Il y a cette histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de J.K. Rowling, la dame qui a rédigé l'histoire de comment ça s'appelle, Harry Potter. Tu connais tout le monde connaît Harry Potter. Cette dame a rédigé l'histoire. Elle était complètement à terre. Elle n'avait rien. Elle avait 3 enfants environ qu'elle devait nourrir. Elle n'avait pas de mari. Mais la seule chose qu'elle pouvait, c'était d'écrire. Elle a rédigé, elle a pris maintenant le scénario, elle est allée dans une maison d'édition, ça a été rejeté. Au 2e maison d'édition, ça a été rejeté. 4e, rejeté. 6e, rejeté. 10e, jusqu'à la 14e. Et c'est là qu'ils ont accepté et Harry Potter est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais si elle avait dit, ça a été rejeté, donc j'ai échoué. Est-ce qu'après chaque rejet, elle essayait de revoir le texte? J'allais en venir. Au fait, après un échec, il faut une évaluation. D'accord. C'est là où se trouve le problème. Quand les gens disent souvent l'expérience est le meilleur enseignant ou quelque chose, c'est pas correct. Ah bon? Non, c'est pas du tout correct. C'est une expérience évaluée qui est le meilleur enseignant. Ah d'accord. Donc ajoutez évaluer désormais. Ajoutez évaluer. J'ai des expériences, mais je n'ai pas évalué, je n'ai rien appris de mes expériences. Donc je ne peux jamais apprendre de cela. Donc il faut que j'évalue mon échec. Donc elle a été une fois, ça a été rejeté, je peux évaluer qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois remplacer. Et j'essaie encore. Donc, c'est comme c'est cette mentalité que nous devons avoir vis-à-vis de l'échec et nous allons avancer. Et donc, il faut à chaque fois qu'on ait donc un échec, il faut évaluer ça pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. Pourquoi? Vous savez, il y en a qui se disent, écoutez, c'est parce qu'ils sont contre moi. Ceux-là, ils ne veulent pas qu'on dise, bon, ils savent déjà ceux qu'ils veulent déjà recruter. Bon, on essaie de mystifier. Et de justifier. Que dites-vous? On va faire un exercice. Il faut m'indexer comme ça. Ah oui, comme ça. Oui, ça veut dire que je suis responsable, c'est à cause de moi que tu n'as pas réussi, c'est à cause de moi Oui, que tu n'es pas allé à l'école. Ça, c'est le coach. C'est à cause du coach. Tu connais déjà tes gars. Ou bien, voilà, il a choisi ses gars. Tranquillement. Maintenant, dommage que fais-le encore. Ah oui, je le fais. Oui, il y a 3 droits qui te font face. Quand tu fais ça, il y a 3 qui te font face. Il me faut face. Donc quand tu dis c'est lui, tu es en train de dire 3 fois que c'est toi. Que c'est toi. Maintenant, on ignore cette responsabilité et on accuse cette personne. Maintenant, disons que ça fait 100%. 25%, 25%, 25%, ça fait 100. Oui. Donc je dis, lui, il est 25% responsable et moi, je suis à 75% responsable. Et si j'accepte ça comme ça, je vais évaluer, je vais m'améliorer. Je suis allé à un entretien, j'ai été rejeté. Oui. Je reviens à la maison. Est-ce que mon CV était bien préparé? Est-ce que j'avais la confiance en soi? Est-ce que ma communication était efficace? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quand j'ai fait cette évaluation, je refrappe ailleurs et je suis sûr que je peux avancer. Mais lorsque je dis c'est eux, certaines personnes ont échoué au bac, mais ils diront que les enseignants, là, ils n'ont pas bien corrigé le truc. Ils vont accuser les enseignants, accuser l'école, accuser l'État. Ah, l'école, là, ne recrute pas de bons enseignants. Ils ne vont pas du tout. Donc,
ce qui fait qu'ils répètent la même chose. Nous devons... Mais que diriez-vous Oui. de ces enfants-là qui sont toujours premiers en classe, et qui vont à l'examen, qui paf, ça ne marche pas. Oui, ça arrive. Une chose que je peux dire par rapport à cela, c'est que vous avez toujours de bonnes notes, mais aujourd'hui, vous allez, ça ne marche pas. Posez-vous la question. Parce que, OK, il y a ce qu'on appelle l'anatomie du résultat. L'anatomie du résultat, l'anatomie, c'est quoi? Étudier les différentes parties d'une chose. Donc, l'anatomie du résultat, c'est les différentes parties d'un résultat. Donc, il y a 3 composants qui déterminent votre résultat. La première des choses, c'est l'intention. C'est-à-dire, je veux réussir, l'objectif, l'intention, c'est ça. Le but, je veux bien la cible. Tu comprends? Le rêve, la vision, je veux réussir à l'examen. 2, l'état, mon état intérieur. J'ai la foi que je vais réussir, je doute, tout ça. Et la troisième chose, c'est l'action. L'action, c'est ce que je fais. Maintenant, lorsque je vous demande, selon toi, quel est le plus important? Est-ce que c'est, si tu devais les diviser sur 100, c'est-à-dire sur 100, disons pas, quelqu'un m'avait dit une fois, intention, je donne 40%. Il faut avoir une intention, il faut avoir un objectif. État, 15-20%. Et ça fait combien? 45%. Et maintenant, le reste, action. Parce que je ne peux pas croiser les bras et dire, je vais réussir à l'examen. Ce n'est pas possible. Maintenant, selon toi, lequel est le plus important? Bon, je ne sais pas, vous dites aux téléspectateurs. Je pose la question ici, moi. OK, je comprends. Oui. Là, au fait, c'est l'état qui est le plus important. L'état d'âme. L'état d'âme est le plus important. Votre intention plutôt, c'est 30%. L'état, c'est 60%. L'état. Action, 10%. Oui, parce que des fois, on peut même déléguer l'action. L'état intérieur, l'état d'âme, c'est ça le plus important, c'est 60%. On a posé la même question à un chirurgien et qui a dit, quand je veux faire une opération à l'hôpital, c'est que mon intention, c'est de réussir l'opération. Maintenant, l'état, l'action, c'est que je me présente dans la salle pour faire l'opération. Mais l'état dans lequel je me présente dans la salle d'opération détermine si je vais sauver une vie. On a posé la même question à un sportif qui a toujours gagné. Quel est le plus important pour toi? Et il a dit, l'intention, c'est que je vais gagner. Je vais gagner, je vais avoir les médailles. L'action, c'est que je me présente devant ce jour-là. Mais l'état dans lequel je me présente sur la piste, c'est ce qui détermine si je vais gagner. Oui, mais alors dites-nous, peut-on contrôler l'état d'âme? Bien sûr. Comment? Lorsque tout ce qui passe autour de vous, tout ce qui se passe autour de vous, vous affecte à l'intérieur, vous êtes faible. Oui, quelqu'un a dit quelque chose, en même temps vous vous enflammez. Oui. On a dit, il y a telle situation. Je me souviens qu'on était à l'école, on nous apprenait en son temps que si vous êtes journaliste et vous voulez présenter le journal, évitez votre portable 15 minutes avant le journal. Parce que quelqu'un peut vous envoyer un message, votre enfant, votre mari ont fait accident, il n'y a pas de journal sur le journal. Vous êtes obligé. Le téléspectateur n'a pas compris si vous avez eu un problème à la maison ou pas. Le problème, c'est que vous venez devant le journal d'aujourd'hui. Comment vous allez faire? Donc, il faut que je protège mon état intérieur. Je dois protéger ça. Donc, vous devez développer les aptitudes, les capacités, que tout ce qui se passe autour de vous ne vous affecte pas à l'intérieur. Gardez, protégez votre état. Revenons sur notre sujet. Très bien. L'échec est une échelle. J'échoue une fois, ce n'est pas un problème. Je peux encore continuer, je peux encore réussir. Il n'y a personne qui est au sommet qui n'a pas connu d'échec. Moi, j'ai échoué au bac en 2000. J'ai échoué au bac la deuxième fois encore en 2001. Et la troisième fois que j'ai été au bac, c'était en 2006 ou 2007. Ça fait des années plus tard. Et c'est là que ça a marché. Vous avez fait 2001? Oui. Et vous avez laissé? Et j'ai laissé. Pour vous préparer encore. Et pas pour me préparer, je n'avais pas les moyens pour composer. Vous composez, je vois. Mais une question que je peux te poser. Oui. Est-ce que l'échec est écrit sur moi? Je ne vois pas. Je vois le coach Alex Balogun adulé par tout le monde aujourd'hui, mais qui arrive quand même à coacher, qui a drainé beaucoup d'autres personnes vers le succès. L'échec n'est pas écrit sur vous. Donc pourquoi vous vous appelez un échec? Oh, monsieur Alex, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. Oui, mais relevez-vous, avancez, continuez. Ne faites pas de votre échec un problème. Faites de votre échec une échelle. Vous avez appris, avancez, continuez, retapez.
Vous avez créé une entreprise, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas un problème. Ne croisez pas les bras. Allez-y encore. Essayez de nouveau. De nouveau. Oui, changez juste de stratégie. Allez-y encore. Mais beaucoup de personnes échouent et puis croisent les bras et disent on ne peut rien, le pays est difficile. Vous avez échoué combien? Il y a même des jeunes filles. Tu as connu une déception amoureuse et puis tu dis non, tous les hommes sont mauvais. Ils sont mauvais. Tu as goûté tous les hommes? Qui a fait de toi un conseiller supérieur des hommes? Des hommes. Parce que tu as essayé une fois, tous les hommes ne sont pas mauvais. Je sais qu'Assoum n'est pas mauvais. Bon, ça, c'est le coach qui le dit, hein. Et je suis content de savoir. Donc, ne faites pas de votre échec une expérience fatale ou finale pour dire c'est fini. J'aime une définition du succès qui dit le succès est une série d'échecs bien gérés. Et je finis là. Merci beaucoup, coach Alex Balogun. À très bientôt. Merci. Et pour d'autres succès. Bien sûr. Même s'il n'y a pas d'échec sur ce plateau. On comprend. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Le grand rendez-vous pratiquement terminé, mais il est l'heure du journal. Oui, on y va avec Nadej Sani. Bienvenue dans le 1945. Bonsoir à tous. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut s'avérer dangereuse pour la santé. La consommation d'eau glacée serait la cause de plusieurs pathologies. La zone de libre-échange continentale africaine présente aussi bien des avantages que des défis à relever par les pays signataires. Un agroéconomiste nous éclaire sur les opportunités qu'offre cet accord pour les populations. Conçus en bois, en bronze ou encore en verre, les trophées sont la marque d'une reconnaissance du travail bien fait. Il est décerné pour encourager les personnes bénéficiaires. Le trophée et ses attributs, on en parle dans cette édition. La consommation de l'eau glacée est un geste qui entre dans les habitudes alimentaires. Dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants, il n'est pas rare d'étrancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur la santé. Samson Thiomon, Judith Tossa. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud
de prendre de l'eau tiède, ou bien du thé, et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent à s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. La zone de libre-échange continentale africaine adoptée il y a quelques jours par les États membres de l'Union africaine se veut le plus grand espace commercial au monde. Elle est censée promouvoir un commerce intra-régional en supprimant les barrières tarifaires et non tarifaires. Djibril Azonsi, agroéconomiste, nous explique les avantages liés à la mise en place de cette zone et des défis qui attendent les pays signataires dans le secteur agricole. Lazare Migan l'a interrogé, on l'écoute. C'est une grosse opportunité que l'Afrique vient d'offrir au Bénin. Pourquoi? Parce qu'on lui permet d'avoir accès à un marché de plus d'1 milliard de personnes. C'est quand même pas petit. Donc comparé à la taille de notre pays, c'est vraiment une grosse opportunité qu'on nous offre. C'est un grand marché qui est ouvert, quitte au Bénin maintenant de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir saisir cette opportunité. Alors, en adhérant à cette zone de libre-échange continentale, ça veut dire que les barrières douanières quelque part sont levées progressivement, ce qui veut dire que les produits béninois seront beaucoup plus compétitifs sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de rémunération pour les acteurs qui sont sur la chaîne. Donc, ce qui fait dire que ça va encore plus booster, je dirais, l'économie d'abord locale et booster également l'économie au niveau du continent. C'est quand même l'occasion pour certains produits du Bénin de pouvoir mieux s'exporter, de pouvoir, je dirais, rendre les acteurs beaucoup plus fiers. Parce que vous savez, il y a pas mal de choses qui s'exportent, mais les acteurs ne bénéficient vraiment pas à cause du prix. La ZLEC ne démarre pas tout de suite. C'est à partir de 2020 que ça démarre. Donc avant 2020, c'est sûr, les douaniers vont discuter entre eux pour voir quels sont les freins qu'il faut lever pour permettre à ce que ce marché soit vraiment fonctionnel. Certainement aussi les acteurs des différentes chaînes de valeur qui sont concernés au niveau du continent vont aussi se rencontrer, discuter pour voir quelles sont les propositions à mettre sur la table pour que juillet 2020, on ne puisse pas rater ce cap. C'est de nos jours le signe de la distinction de l'excellence. Les trophées sont des moyens utilisés pour reconnaître et encourager les personnes qui se différencient de par leurs travaux. Mais de quoi est fait un trophée? Pourquoi le décerne-t-on et à quelle fin? Élément de réponse dans ce reportage signé Amitié Sagwiti, Rebecca Ajinako. Les trophées, qu'ils soient en bronze, en cuivre, en or ou même en bois, sont réalisés en fonction des précisions des intéressés et du secteur d'activité des lauréats. C'est la marque de l'accomplissement d'une action particulière. Nous distinguons des personnes véritablement pour 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la reconnaissance morale du mérite. Il faut reconnaître que quelqu'un a travaillé et qu'il mérite donc par rapport à l'efficacité de son travail. Le deuxième objectif qui émane donc de la distinction des trophées, c'est installer un environnement de saine émulation. C'est permettre à des gens de commencer par faire un bon challenge, une concurrence saine autour donc des enjeux qu'il y a dans le secteur. Le troisième objectif, c'est la reconnaissance. Après la reconnaissance, c'est donc le positionnement ou la visibilité de l'acteur. Au Bénin, les trophées ont pris d'assaut le marché il y a de cela une dizaine d'années. Plus de demandeurs et donc de plus en plus de commandes, ceci dans des secteurs d'activité multiples. On utilise le plus souvent le bois, la pierre, du fer, du bronze, du cristal, et du plexiglas et de l'acrylique. Il y a d'autres clients qui me demandent de faire ce qui va rentrer dans tel événement, si c'est de l'athlétisme ou bien si c'est du football, ou bien si c'est de décoration, ou bien il me dit, bon, regardez ce qui va rentrer dedans. Et là, moi, maintenant, je propose les catalogues qui sont dans ma tête, ou bien les catalogues des photos qui sont avec moi, je les propose dans ce qu'il cherche. Il va choisir ce qu'il veut maintenant.
Autrement, il y a des clients qui viennent spécialement avec leur forme. Ils me demandent de respecter ça exactement. Et là, c'est rapide. Elle, Inès Fassia, bien connue dans le monde médiatique, primée à maintes reprises, a été décorée officier de l'Ordre du Mérite national. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Pour ma plus grande distinction jusqu'à présent, c'est-à-dire officier de l'Ordre du Mérite national, c'était beaucoup d'émotions, c'était toute une équipe qui avait été honorée. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, mais c'est aussi un gros stress. C'est comme un poids qu'on vous met sur la tête pour vous dire attention, vous avez atteint un certain niveau, vous n'avez plus le droit de regresser. La distinction est le signe d'une gratitude. L'obligation qui en découle n'est pas des moindres. Nous attendons d'une personne qui a été distinguée de continuer par travailler. Non pas qu'il arrête de travailler, mais qu'il continue à travailler pour permettre à d'autres de le rattraper ou d'aller encore plus loin. Des trophées et des distinctions, il y en a de diverses sortes. Reste à savoir s'en approprier et aller au-delà de la matière. L'Ouganda va lancer une nouvelle usine d'assemblage de véhicules d'ici 2021, d'un coût global de 263 millions de dollars, soit environ 132 milliards de francs CFA. La phase initiale du projet sera financée à hauteur de 20 milliards de francs CFA par l'État ougandais. L'usine permettra de produire annuellement 6 000 véhicules avec une capacité prévue pour atteindre à terme 150 000 unités grâce à l'assemblage d'autobus, de camions, de camionnettes et de véhicules utilitaires sport. Le projet vise essentiellement à alimenter le marché est-africain, de plus en plus demandeur de véhicules automobiles, alors que le marché régional est majoritairement dominé par les véhicules d'occasion. Au Sénégal, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a procédé lundi dernier à la diffusion des dernières données sur les comptes extérieurs du Sénégal. Il ressort du document que le solde global connaît des excédents de 126 milliards de francs CFA en 2017 et 500 milliards de francs CFA en 2018. Le reportage de notre confrère Aram Dao de la RTS. Les transactions du Sénégal avec le reste du monde, résumées dans cet état statistique qu'est la balance des paiements. Dans le solde global, le document révèle un excédent de 126 milliards de francs CFA pour 2017. Les statistiques donnent aussi un aperçu pour 2018. 2018, l'excédent serait d'un peu plus de 500 milliards. Les exportations continuent à progresser. C'est vrai, surtout avec les nouveaux minerais. Pour ne donner que l'exemple du zircon et du titan, en 2013, les exportations ne faisaient pas 1 milliard. Maintenant, nous sommes presque à 90 milliards. Les industries chimiques du Sénégal continuent à augmenter leurs exportations. Les produits horticoles continuent à augmenter, les produits de la pêche, l'or monétaire. Mais par contre, les importations demeurent encore une préoccupation, en particulier la facture pétrolière, ainsi que les importations de produits alimentaires. Dans ce contexte des importations encore importantes, le compte courant demeure déficitaire, une détérioration même de 3 points de pourcentage. Un déficit qui augmente, mais qui s'explique aussi par le fait que les importations de biens intermédiaires et de biens d'équipement, dans une phase où l'État du Sénégal fait beaucoup d'investissements, c'est normal. Donc dans la lecture de la balance des paiements du Sénégal, le creusement du déficit courant peut être une préoccupation tant qu'il s'agit d'un élément alimentaire. Mais quand il s'agit du pétrole, nous savons très bien qu'à partir de 2022-2023, cette tendance va s'inverser. C'est au niveau de l'alimentaire qu'il faut particulièrement insister. Les migrants, eux, maintiennent leur contribution remarquable dans l'économie du pays. 1 000 milliards de flux en 2017, 1 242 milliards en 2018. Toutes ces statistiques sont pour l'État un outil d'aide à la décision. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. On va se retrouver déjà demain. Hein. Oui, vous serez avec Aniat Bello Onifade. Quant au grand rendez-vous, ça continue. On ouvre tout de suite le 4e plateau. On est au champ. C'est Monde agricole. Monde agricole, oui, le Bénin, un pays qui base bien sûr son économie sur l'agriculture, bien évidemment. Oui, l'agriculture, aujourd'hui nous allons parler du manioc que les acteurs pensent qu'il faut davantage transformer pour pouvoir renforcer l'économie de notre pays. Mais comment est-ce qu'il faut transformer ce manioc-là? Quels sont les produits qu'on peut donc promouvoir, les produits dérivés, bien évidemment, du manioc qu'on peut promouvoir dans ce sens? On répond à la question juste derrière cet intermède. Produit alimentaire de base, le manioc est beaucoup consommé en Afrique. Il est considéré comme la 4e production végétale au monde et est également utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Il se cultive dans les zones tropicales. Les tubercules de manioc mesurent entre 30 et 50 cm. Pour son développement, le manioc a besoin d'être cultivé sur un sol riche en éléments minéraux, d'être exposé au soleil et d'être bien arrosé. Du manioc découle une multitude de produits alimentaires. Au Bénin, le gari en est le principal. En Afrique, bien que la production du manioc soit en baisse ces dernières années, il représente plus de 56% des productions vivrières et plus de 180 millions de consommateurs par jour. Selon les experts, pour éviter une crise alimentaire majeure d'ici 2050, l'Afrique doit doubler sa production de manioc. Pour l'essor de cette filière, il est important de définir les priorités et d'harmoniser les connaissances pour relever les défis de la croissance économique en Afrique. Ah oui, j'espère bien que Félicia nous a apporté un peu du gari, pourquoi pas aussi du attiéké qu'on a vu là préparé à travers ce reportage. En tout cas, merci pour l'élément. On revient en plateau, on retrouve Edgar Deguenon. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. C'est votre plateau. Et donc, c'est un plaisir, en tout cas, à la fois de bénéficier de votre soutien pour développer des sujets allant, bien sûr, dans ce secteur, un secteur très, très, très important pour l'économie béninoise, l'agriculture, géré ici par Karamat Agbataou. Bonsoir. Bonsoir Assim Gaba, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Et il faut rappeler aussi aux amis téléspectateurs que vous faites aussi de l'agriculture, un tout petit peu. Ah, oui, c'est vrai, mais bon, merci beaucoup. Allez, on parle ce soir de la transformation du manioc. Il faut passer de l'étape production à l'étape transformation aujourd'hui. Exactement, Assim Gaba, vous l'avez dit dès l'entame de cette rubrique que le Bénin base la grande partie de son économie de l'agriculture. Et puis, il faut dire que le manioc fait partie quand même de ces cultures importantes là pour le pays. C'est la deuxième source de glucides après le maïs, selon nos recherches, assez consommé sur l'étendue du territoire béninois, fortement périssable malheureusement. Et pour donc en tirer grand profit, il faut simplement le transformer, le manioc. Monsieur Edgar Deguenon, bonsoir. Est-ce qu'à votre avis, le manioc est suffisamment valorisé ici au Bénin? Oui, bonjour. Bonsoir Karamat. On peut dire que le manioc est valorisé, mais pas suffisamment. Pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup de dérivés qu'on peut, disons, valoriser à travers du manioc, qu'on peut valoriser à diverses destinations, justement en agissant au niveau donc, de la transformation, mais en agissant également au niveau donc, de la recherche de marché. Donc, on peut dire que le manioc se porte plus ou moins bien, mais ce n'est pas suffisamment valorisé. Il y a beaucoup de choses à faire pour que les acteurs puissent en profiter
au maximum. Pleinement. Et quand on parle de transformation, ça sous-entend des unités de transformation. Évidemment, alors quel est votre regard sur ce secteur de la chose? Est-ce que ça a évolué ou bien nous sommes encore à l'étape embryonnaire où tout est encore à revoir? Bon, disons que nous ne sommes plus à l'étape embryonnaire. C'est vrai, la transformation est encore essentiellement artisanale, mais il y a un début donc d'amélioration. Il y a beaucoup de structures, beaucoup d'initiatives qui mettent donc des unités de petites machines à disposition donc des transformateurs et transformatrices, ce qui fait que ça a commencé par décoller, mais ce n'est pas encore la grande transformation comme on l'aurait souhaité. Je donne de façon éparse, il y a quelques initiatives aussi qui utilisent par exemple le manioc pour pouvoir en faire de l'alcool. Il y en a qui utilisent ça sur place, il y en a qui exportent cela. Mais pour beaucoup d'autres dérivés donc, du manioc, là, les machines ne sont pas encore suffisamment exploitées, valorisées au niveau du Bénin. Et pour vous, ça reste un défi, un grand défi pour bénéficier, pour tirer assez de revenus du manioc. Ah oui, ça, la transformation est un levier important sur lequel il faut agir suffisamment pour que le manioc puisse, la filière manioc, ou bien les chaînes de valeur dérivant de la filière manioc puissent vraiment décoller. Voulez-vous dire qu'on peut davantage améliorer la production du gari, par exemple? Oui, on peut améliorer la production du gari en modernisant les équipements pour que ce soit moins fastidieux à utiliser. On peut, en plus donc, du gari que nous connaissons déjà, il y a beaucoup d'autres produits. Il y a le yatcheke par exemple, qui au-delà donc, de la consommation que nous en faisons au niveau du Bénin, c'est demandé à l'extérieur du Bénin. Bien que le Bénin ne soit pas le pionnier du yatcheke. Oui, bien que le Bénin soit pionnier du yatcheke, il faut dire que tout ce qui est opportunité, que nous, on ne s'empresse pas de valoriser, c'est les autres qui le font à notre place. Je donne un exemple à tout hasard. Il y a, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un pays asiatique qui importe massivement du manioc, du yatcheke au nom de la Côte d'Ivoire, mais qui le réemballage bien présenté, qui se vendent en Europe partout. Et on met made in China. Ah non, je n'ai pas appelé un pays. Pardon. Donc, c'est pour dire qu'il y a des opportunités. Donc, au-delà du gari, il y a le yatcheke, il y a les farines, il y a les coussettes. Mais il y a également, la possibilité donc, de valoriser cela, la farine donc, du manioc. Il y a l'amidon. Il y a l'amidon surtout dans le manioc. Oui, il y a l'amidon dans le manioc qui peut être utilisé dans les industries pharmaceutiques. Oui. Mais il y a également la valorisation donc, sous forme donc, en partie dans la fabrication du pain, et en boulangerie et en pâtisserie également. Et il faut aussi dire que l'amidon sert aussi à la fabrication de sachets biodégradables. Tout à fait. On a reçu quelques acteurs entre-temps qui nous ont filé cette information. Merci beaucoup à Soum d'être revenu sur ce pan de la chose. Donc on parlait de ces produits dérivés du manioc qu'on peut valoriser autrement. Je voudrais bien qu'on mette, parce que le gari et le tapioca sont suffisamment bien connus. Par contre, il y en a un quand même qui reste à fouetter encore, c'est la farine panifiable, c'est-à-dire la farine du manioc qui peut bel et bien remplacer le blé que nous importons. Alors dites-nous un peu, où est-ce qu'on en est par rapport à cette farine panifiable? Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, de recherches qui ont été faits, qui ont montré qu'à certains pourcentages, le manioc, la farine de manioc est peut-être bien utilisée aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie. Je me rappelle bien, je crois que c'était en 2008, il y a eu un atelier donc, des acteurs, des boulangers, des pâtissiers, avec le ministre de l'Agriculture d'antan, où il était question comment est-ce qu'il faut valoriser donc, une partie donc, de cette production donc, de manioc-là dans la fabrication du pain et des produits donc, de pâtisserie. Il y en a même découlé un décret. Il y a un décret, sauf erreur de ma part, qui est encore en vigueur, qui autorise donc les boulangers et les pâtissiers à utiliser la farine panifiable. Voilà, la farine en lieu et place du blé. Exactement. Je crois les pourcentages, c'était, par exemple, pour le pain classique, c'est entre 15% et 20%. Pour au niveau donc de la pâtisserie, c'est entre 20 et 50%. Alors quand on voit un peu, quand on regarde un peu tout ce qu'on importe comme farine de blé, le blé par an, j'ai les chiffres d'il y a encore 2 ans, 3 ans de la FAO. On peut les sortir. Ça fait environ 110 000 tonnes donc, de farine. Enfin, il y a 2 ans, ce n'est pas des chiffres actualisés. Quand vous considérez 15% ou 20% donc, de ce pourcentage-là, ça fait pratiquement 500 millions, environ 2000 milliards donc, de francs CFA. Qui s'envolent. Oui, qui s'envolent. Donc, on peut bien récupérer donc, une bonne partie donc, de ces sous-là en valorisant davantage le manioc par, disons, la fabrication. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire désormais, puisque vous nous parlez de ce décret qui existe depuis quand même un bout de temps? Est-ce qu'il faut déjà sensibiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toucher chaque acteur qui s'intéresse à ce produit-là?
Oui, je pense que c'est déjà donc de faire connaître le décret pour que les gens sachent qu'il y a un décret comme ça qui autorise. Je pense que c'est de loin, ça autorise, ça n'exige pas. Oui, voilà. C'est une obligation faite. C'est pas une obligation. Oui, mais quand même, ça fait quand même une grande ouverture pour les acteurs, aussi bien pour les boulangers, les pâtissiers, mais également les producteurs, de savoir que l'État le paie. C'est légal, c'est un cadre légal qui a été créé. Mais la farine, est-ce que c'est produit, la farine panifiable du manioc, est-ce que c'est produit? Justement, il y a déjà des boulangers qui valorisent cela au niveau de... J'en connais. On ne va pas faire de la publicité. Je sais qu'à Porto Novo, jamais vu. Et je crois à Ouida aussi, quelque part. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est un ensemble, donc, c'est toute une ligne, une chaîne sur laquelle il faut spécialiser les acteurs, il faut les former. Ceux qui doivent pouvoir produire les farines qu'il faut, enfin les maniocs qu'il faut, parce qu'il n'y a pas toutes les variétés de manioc qui marchent pour ça. Et donc, il faut savoir les variétés qu'il faut. Il faut savoir également qui est-ce qui doit transformer cela. Quelles sont les règles on doit respecter les règles d'hygiène. Il faut pouvoir respecter pendant le processus de production. Il faut un certain taux d'humidité qu'il faut respecter, les conditions d'emballage, etc. Maintenant, au niveau donc des boulangers, des pâtissiers également, sur la base des travaux qui ont été faits, pour voir comment est-ce qu'il faut les former à pouvoir même organiser des ateliers techniques pour que les gens puissent pouvoir se recycler. Voilà. Et là, je pense que ça doit pouvoir prendre. Et maintenant, il faut également que des gens se spécialisent au niveau de la recherche du marché. Il ne faut pas commencer par produire tout de suite. Il faut voir déjà le besoin. Moi, je parlais déjà d'un demi-milliard de francs CFA qui parlent quand même, c'est déjà important. Est-ce qu'à votre avis, le Béninois, il est prêt aujourd'hui à consommer le pain fait uniquement à base de blé, de manioc? Non, ce n'est pas uniquement à base. Mais ça va être un mélange. Oui, les travaux qui ont été faits, c'est que quand vous considérez 15% ou 20%, ça veut dire qu'il va y avoir pour le moment 65 ou à 70%. Mais pourquoi n'irait-on pas à faire du 100% farine de manioc? Oui, on pourrait faire du 100%, mais il y a des expériences qui ont montré que le pain, ça doit être gardé, conservé quand même pour un certain nombre de temps. Ça se solidifie vite et ça devient plus dur à consommer. Quand les pains, de façon classique, vous pouvez les garder 24 heures, 48 heures, voire même 72 heures. On reverse là la recherche qui va travailler, trouver une formule avec le temps. Mais on retient déjà que... La formule, c'est le blé et puis le manioc. Oui, la formule actuelle. Le blé importé. Le blé importé. Ça pourrait changer d'un moment à l'autre. Oui, le décret même a précisé que au besoin, cette taux-là peut être révisée. Entre les 15 et 50%, peut être révisée à tout moment. Donc, ce n'est pas figé, ce n'est pas des données figées. Merci beaucoup, Edgar Deguenon. Vous êtes exploitant agricole. Merci d'être passé pour ces informations utiles. On retient avec les amis téléspectateurs qu'on peut tirer donc de grands revenus à travers le manioc une fois transformé, je le répète, parce que le manioc, il pourrit facilement, il pourrit très vite. Donc, il faut tout de suite le transformer pour permettre à nos agriculteurs de tirer profit de ce produit aussi au pays, d'engranger d'énormes économies. Assum Gaba, merci beaucoup. Ah oui, je sais que le manioc, une fois épluché, il faut que la peau... Les épluchis servent également pour nourrir les animaux. Ça vous rappelle le bétail. Le palmier à huile. Ah ouais, c'est ça. On ne jette rien du tout. On ne jette rien aussi du côté du manioc. Merci à vous. Edgar Deguenon, à très bientôt. Chers téléspectateurs, on va pouvoir se dire aussi à demain dans quelques instants, mais juste derrière la météo qui va venir en rappel.
Merci d'avoir suivi cette édition du Grand Rendez-vous. Oui, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Et déjà, demain à 19h00, à la deuxième heure de la soirée, retrouvez bien sûr Agnat, Onifade, Bello, Esra, Olide. Et quant à moi, je vous retrouve lundi à 19h00. Portez-vous bien et très bonne soirée, toujours sur BB24. Ciao.